rock my soul. Dooba rock my soul. Dooba rock my soul. Dooba. Oh, rock my soul. Bienvenue les amis. Bienvenue dans ce cours Astrologie, épisode 6, où je vous emmène faire un petit voyage dans le grand corps vivant du système solaire. C'est parti! Petit voyage dans le grand corps vivant du système solaire. Ce cours est un cours gratuit dans le cursus du cours Astrologie. Donc, il est ouvert à tous, vous pouvez en profiter, mais je vous invite à rejoindre le cours complet. Donc voilà, prenons de l'altitude. Par l'ascenseur des échelles, entrons dans les grandes dimensions. Notre champ de vision s'élargit à l'atmosphère terrestre et au globe tout entier. 6371 km de rayon. Il tourne sur lui-même en 23h56 minutes à la vitesse de 0,9 km par seconde à l'équateur. Presque 1 km par seconde. De moins en moins vite si vous remontez, bien sûr, vers les pôles où la vitesse de rotation est nulle. La Terre est bien petite comparée au Soleil. Notre étoile, autour de laquelle elle tourne en un an à la vitesse de 29,8 km à la seconde. Les vitesses augmentent avec, puis on va rentrer dans les grandes dimensions. Si le diamètre de la Terre mesurait 1 mm, celui du Soleil mesurerait 10 cm. Le diamètre du Soleil est 100 fois plus grand que celui de la Terre. Celui de Jupiter mesurait 1 cm. Il est 10 fois plus grand que celui de la Terre et 10 fois moins grand que celui du Soleil. Alors, à cette échelle, donc si la Terre faisait 1 mm, le Soleil 10 cm, Jupiter 1 cm de rayon. Non, de diamètre, pardon. Donc, la Terre serait à 10 mètres du Soleil. Si elle faisait 1 mm, le Soleil 1 cm. 10 mètres du Soleil. Jupiter serait à 50 mètres et Neptune à 300 mètres. Pluton, quand elle est au plus loin du Soleil, à son aphélie, irait jusqu'à 500 mètres. Alors, en termes de vitesse de la lumière, la vitesse de la lumière, la Terre est à 8 minutes du Soleil et Neptune est à 4 heures. Quant à l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, elle est, elle, à 4 années-lumière. Ce système solaire est composé d'une multitude de corps et de poussières qui sont en mouvement autour de l'étoile Soleil. Alors là, évidemment, les distances ne sont pas du tout proportionnelles. Les tailles, un petit peu. Donc les 4 premières planètes à tourner autour du Soleil sont les planètes telluriques, c'est-à-dire avec un sol dur, comme sur la Terre, Mercure, Vénus, Terre avec sa Lune et Mars. Et puis ensuite, nous avons les planètes gazeuses, les grosses planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Entre Mars et Jupiter, il y a une grosse ceinture d'astéroïdes, de petites planètes ou de poussières, astéroïdes. Il y en a un autre bel anneau au-delà de Neptune. Et puis, il y a aussi comme corps dans ce système des comètes qui viennent des tréfonds du système solaire et qui s'approchent tout près du Soleil, ou parfois elles plongent pour toujours, ou alors sinon elles repartent dans leur fin fond et elles reviennent selon un cycle, ce qui fait qu'on peut s'attendre à les revoir. Alors tout ce petit monde est emporté dans le monde du Soleil, dans un cocon qui est produit par le vent solaire, voilà, dont la frontière, c'est un peu l'héliopause, voilà. Dans le système solaire, le Soleil fait plus de 99% de la masse et moins de 1% du mouvement. L'ensemble de tous les autres corps font 1% de la masse, même pas, et
plus de 99% du mouvement. Le mouvement du Soleil, il y a son mouvement sur lui-même et son mouvement dans la galaxie. Le Soleil et son système font leur révolution dans la galaxie, donc la Voie lactée, notre galaxie, en 250 millions d'années, à la vitesse de 240 km à la seconde. La galaxie est peuplée d'étoiles comme le Soleil, mais le Soleil est une petite étoile. La taille minimale d'une étoile, c'est 0,7 masse solaire, et la taille maxi théorique, 15 masses solaires, mais on en observe jusqu'à 80 masses solaires, voire plus. Comme il est petit, il a 10 milliards d'années d'espérance de vie. Et à l'heure actuelle, on estime son âge à 4,5 milliards d'années, soit près de la moitié de sa jeunesse. Et donc la Terre, elle, son âge serait de 3,5 milliards d'années. Donc ici, on peut repérer le Soleil dans la Voie lactée au fil des ères géologiques en remontant vers le passé, Crétacé-Tertiaire, 65 millions d'années, Trias 210 millions, Permien 250 millions d'années, Dévonien 370 millions d'années, Ordovicien 440 millions d'années, Cambrien 500 millions d'années, et après c'est trop loin. Le sens de la rotation de la galaxie est indiqué ici. Et là, on la voit par la tranche, avec son bulbe central, le plan galactique ou disque galactique. Notre Soleil, semble-t-il, est un célibataire, à moins qu'on lui trouve vraiment une étoile sombre nichée dans les très très fonds du système solaire. Et la plupart des étoiles qu'on observe vivent en couple ou en groupe. Je vous montre ici un très jeune système d'étoiles binaires qui projette un jet de plasma qui sont éloignées l'une de l'autre seulement de la distance de la Terre à Pluton. Voilà, et donc qui émet une bulle gigantesque jusqu'à 96 milliards de kilomètres. Oui, un jet stellaire de deux étoiles qui sont en train de se former ensemble. Alors revenons dans le Soleil. Il est en activité permanente, c'est une usine thermonucléaire. Au cœur, le réacteur nucléaire, près de 15 millions de degrés. Ici, K, ça veut dire degrés Kelvin, mais bon, c'est à 260, moins 270 degrés centigrades. 0 Kelvin, c'est moins 273 exactement degrés centigrades. Donc, quand on est au million, ça, on ne compte plus. La partie la plus froide du Soleil, c'est ce qu'on appelle la photosphère, c'est-à-dire le bord du disque qu'on voit. Et elle est entre 4500 et 6000 degrés. L'extérieur étant 6000, l'intérieur à 4500. Et donc, vous voyez, il y a le réacteur thermonucléaire qui fait la fusion de 4 noyaux d'hydrogène et produit de l'hélium. Une fois que cette opération s'est déroulée, le photon, la particule de lumière émise par cette transformation, va mettre des millions d'années à tournoyer dans le Soleil. Puis le jour où enfin il arrive au bord, paf, il met 8 minutes à nous arriver. Donc vous avez la zone, le noyau, la zone radiactive et la zone convective. Et donc les échanges de température à la surface font que les parties plus froides nous apparaissent sous forme de taches. Voilà, c'est détaillé ici. Et lors des éclipses, ou maintenant avec les coronographes, on peut observer la couronne solaire qui à son tour est à plusieurs millions de degrés. Alors que, comme je viens de vous le dire, le bord est entre 4500 et 6000 degrés. Voilà le Soleil dans différentes longueurs d'onde, des plus courtes en rayons X, UV, différentes longueurs d'onde UV, ici dans le visible, et puis ensuite dans l'arrêt du calcium, et puis en H-alpha, hydrogène, alpha de l'hydrogène, et en proche infrarouge. Vous voyez qu'on observe le Soleil dans toutes les longueurs d'onde et que pour un même Soleil, il nous montre des choses
fort différente selon la longueur d'onde dans laquelle on l'observe, et ça fait pas que pour le Soleil, bien entendu. L'histoire présumée du système solaire, comment serait-il né? Ça, c'est le scénario retenu actuellement officiellement, mais il y en a d'autres. Ceci dit, je vais quand même vous partager le scénario reconnu actuellement. Bon, on admet que le système solaire donc est né des restes d'une supernova et qu'un nuage moléculaire dense s'est densifié, voilà, et sous l'effet de la gravité, et s'est effondré sur lui-même. Donc ça, dans ce mouvement de rotation, la bulle, ça forme une bulle qui s'aplatit progressivement et le Soleil commence à naître au sein de cette bulle. Donc, pour expliquer comment il s'est allumé, il y a la théorie de Marvin Erdon qui comble une très grande lacune dans ce domaine, parce qu'il ne suffit pas que ça s'effondre gravitationnellement, même si ça accélère les mouvements et que la température augmente, c'est pas suffisant pour faire démarrer les réactions thermonucléaires de fusion qui exigent plusieurs millions de degrés. Donc, ceci dit, voilà, l'étoile s'allume. Peut-être on saura mieux pour comment un jour. Et ensuite, eh bien, dans ce nuage de particules en rotation qui composent la nébuleuse, eh bien, on considère que les morceaux s'agrègent. Voilà, et qui forment d'abord des petites planètes et des planétésimaux qui vont s'agréger les uns aux autres. C'est une hypothèse, mais c'est pas la seule. Mais enfin, ça peut être ça, mais sinon les planètes se sont mises un peu sur leur orbite. Bon, chacun se condense en fait, hein, le Soleil se condense et les embryons planétaires apparaissent jusqu'à former les planètes. Donc la formation par accrétion peut être discutée. D'autres berceaux d'étoiles, comme ici dans la nébuleuse d'Orion, ou comme les images des étoiles du Taureau tout à l'heure, on voit une région de naissance d'étoiles actives et très chaotique. Voilà l'histoire du Soleil depuis sa naissance. Donc à partir du moment où il devient une étoile, donc il est dans sa jeunesse, comme c'est une petite étoile, donc 10 milliards d'années d'espérance de vie. Et oui, Riri, hein, on leur explique que le Soleil, la naissance, la jeunesse, puis au bout de 10 milliards d'années, il va commencer à entrer dans son âge mûr et va devenir une géante rouge. Donc ça veut dire qu'il aura brûlé tout l'hydrogène, toute sa réserve d'hydrogène dans son noyau et qu'il aura transformé en hélium. Alors à partir de là, il va brûler l'hydrogène de ses couches externes et donc enfler et refroidir. Ça fait une géante rouge. Parce que dans les étoiles, le rouge, ça va vers le froid, le bleu, ça va vers le chaud. Plus c'est rouge, plus c'est froid, plus c'est bleu, plus c'est chaud. Et quand il aura brûlé toutes ces couches d'hydrogène externes et qu'il n'en aura plus à brûler, il va s'effondrer sur lui-même et il y aura un résidu d'étoiles très dense qu'on appelle une naine blanche au milieu d'une nébuleuse, une coque qu'on appelle à tort nébuleuse planétaire, car c'est pas directement là-dedans que se forment les planètes, puisqu'en fait c'est la mort d'une étoile, d'une petite étoile, comme le Soleil. Ici, c'est la nébuleuse Helix de l'Hélice, qui se trouve dans la constellation du Verseau. Pour les étoiles plus grosses, eh bien, ça repart après l'effondrement suite à l'épuisement de toutes les réserves d'hydrogène, effondrement, l'étoile repart en son noyau, donc avec de l'hélium, qu'elle va transformer en carbone et en oxygène dans une seconde phase, donc, qui ira déjà beaucoup plus vite que la première. Et elle transforme l'hélium en carbone et en oxygène. Même procédé dans le cœur d'abord, dans les couches externes ensuite, et ensuite elle s'effondre à nouveau sur elle-même. Et là, il peut se produire une troisième phase. Elle peut se donner une étoile à neutrons directement, donc une étoile hyper dense, dans genre la Terre, dans un décimètre cube.
Et elle peut repartir ensuite en transformant le carbone et l'oxygène en tous les autres éléments dans une troisième phase encore plus rapide. Et quand elle s'effondre, elle produit une étoile à neutrons ou un trou noir encore plus dense, une densité de matière telle qu'on ne voit plus que ça absorbe la lumière. Je vous donne le schéma admis classiquement actuellement. Tout ça, ça se détaille. Maintenant, nous revenons dans le système solaire avec nos planètes dans l'ordre et dans leur proportion, mais pas au niveau des distances, hein, autour du Soleil. Donc la première, Mercure, la deuxième, Vénus, la troisième, la Terre, la quatrième, Mars, ensuite Jupiter, il y a tout plein d'astéroïdes entre les deux, puis Saturne, Uranus, Neptune, et puis Pluton, vous voyez, tout petit rond là, et les autres. Pluton est grand comme la Lune à peu près. Et la Lune est 3 fois et demi plus petite que la Terre. Voilà, donc là, les tailles des planètes, les proportions relatives sont respectées, mais pas les distances. Eh bien, découvrons Mercure. Mercure, donc, c'est une planète criblée de cratères. Ici, on voit sa face cachée révélée par la sonde Messenger en 2009. Il y a une sonde qui s'en approche actuellement qui s'appelle Bepi Colombo. Quelques images de la surface de Mercure. Et dans la mythologie, Mercure est le messager des dieux. C'est la première des planètes, elle est le mouvement, elle incarne le mouvement dans le système solaire, elle incarne tous ces petits corps, tous ces corps qui bougent autour de l'étoile. Donc c'est une planète tellurique, elle a un sol, c'est la plus légère des telluriques. Sa masse est, parce qu'elle est petite aussi, hein, sa masse est 1/18 de celle de la Terre. Son rayon est 2 fois et demi plus petit que celui de la Terre, et sa force d'attraction n'est que d'1/10 de celle de la Terre, et c'est la moins attractive de toutes. Elle est presque aussi dense au niveau de son sol, pas tout à fait autant quand même que la Terre. C'est la Terre, la planète la plus dense du système solaire. Et elle a la rotation sur elle-même, donc la plus lente après Vénus. Ça fait son tour sur elle-même en 58,65 de nos jours, pour la Terre qui l'a fait en 23h56. Donc c'est la plus proche du Soleil, son orbite est la plus proche du Soleil, 0,387 unités astronomiques, soit distance Terre-Soleil. C'est la plus proche, donc selon les lois de Kepler, elle a la révolution la plus rapide. Elle fait un tour du Soleil en 3 mois. Et c'est la plus inclinée, son orbite est la plus inclinée sur l'écliptique, c'est-à-dire sur notre propre orbite, le plan Terre-Soleil, le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. Mercure est la plus inclinée des planètes, sans compter Pluton, bien sûr, qui est maintenant planète naine. Et son orbite est aussi la plus excentrique, c'est-à-dire la moins ronde. Petite particularité, elle met presque 2 mois terrestres à tourner sur elle-même et donc 3 mois terrestres à faire le tour du Soleil. En conséquence, sur Mercure, un jour dure 2 ans. Un jour dure plus longtemps qu'une année. 2 ans de Mercure, bien sûr, hein. Puisque le jour, c'est le retour du Soleil au méridien d'un lieu, eh bien, il faut presque 6 mois de la Terre pour arriver à ça sur Mercure. On va voir qu'avec Vénus, c'est encore pire. Alors, elle n'est pas du tout inclinée sur son orbite. Son axe d'épaule est perpendiculaire au plan de son orbite, et donc son équateur est dans le plan de l'orbite. Donc, elle ne connaît pas de saison. Elle n'a que ses jours. C'est la moins lumineuse intrinsèquement, c'est la de toutes les planètes, la luminosité intrinsèque. C'est la moins réfléchissante et c'est la moins brillante de toutes les planètes. Elle est d'où elle est difficile quand même, assez souvent difficile à voir dans le ciel. Elle a aussi l'atmosphère la plus ténue. Elle est 100 milliards de fois moindre que la Terre, composée d'oxygène 42%, sodium 29%, hydrogène 22% et 6% d'hélium.
Elle a aussi un champ magnétique très faible, 1/1800e de celui de la Terre. Là voici donc la fonction mercurienne dans le module RET, où elle a la fonction justement transcendance de la représentation. Elle représente donc tous les innombrables petits corps, innombrables de la transcendance, qui en mouvement autour de l'étoile, ici, Soleil. Et maintenant, nous arrivons à Vénus. Numéro 2, Vénus, déesse de l'amour et des arts dans la mythologie. Vénus, comme Mercure d'ailleurs, mais c'est plus facile à voir pour Vénus, on connaît ses phases, car Mercure et Vénus étant situées entre la Terre et le Soleil, elles font comme la Lune, elles nous font des phases, on peut les voir en croissant, en demi-Vénus ou en pleine Vénus, ou Mercure aussi. Alors avec Vénus, ce qui est typique, c'est que sa luminosité ne change pas et que quand elle est en fin croissance, son diamètre est très grand, mais elle est tout près de la Terre. Et quand elle est là, elle n'est pas pleine, elle est en demi-Vénus, mais quand elle est pleine, elle est encore plus petite. Elle nous montre toujours des phases différentes, mais elle éclaire toujours à peu près autant. C'est le troisième astre par ordre de brillance après le Soleil et la Lune. Donc voilà diverses vues de Vénus avec son épaisse couche nuageuse et son atmosphère très dense, en super rotation qui tourne beaucoup plus vite que la planète elle-même. Quelques vues du sol vénusien qui datent de la sonde Magellan en 1994, car il fait une température de 450 degrés et une pression 100 fois supérieure à celle de la Terre, à la surface de Vénus. En fait, c'est peut-être dans les nuages qu'il y a peut-être des choses très intéressantes dans les nuages de Vénus. Donc elle est à peine plus petite, plus légère, moins attractive et moins dense que la Terre. C'est un peu notre sœur. Voilà, Vénus. Et le symbole vénusien nous parle aussi de notre sœur. À l'envers, car le symbole de la Terre est dans l'autre sens. Alors elle, c'est la championne de la lenteur de rotation sur elle-même. Elle fait un tour sur elle-même en 247,1 de nos jours. Au point de vue de son orbite, c'est donc la deuxième autour du Soleil. Elle tourne en 7 mois et demi autour du Soleil. Elle est deuxième après Mercure pour son inclinaison sur l'écliptique. Et elle a l'orbite la moins excentrique, c'est-à-dire la plus ronde. Alors, la particularité du jour et de l'année sur Vénus, encore pire que sur Mercure, donc un tour de Vénus sur elle-même, en 247 de nos jours, est plus long que son année, en 225 de nos jours. En conséquence, sur Vénus, un jour dure 11 ans, soit 6,8 de nos années à nous. Elle est deuxième pour sa luminosité intrinsèque après Jupiter, mais elle est première donc des planètes pour son éclat visuel dans le ciel pour nous, puisque comme je viens de vous le dire, c'est le troisième astre par ordre de brillance après le Soleil et la Lune. Magnitude autour de -4. Championne toute catégorie pour son pouvoir de réflexion, c'est aussi la plus brillante, et c'est la première des planètes telluriques pour la densité de son atmosphère, donc elle est 100 fois plus dense pratiquement que celle de la Terre, quand même 10 fois moindre que celle de Jupiter qui est 1000 fois plus dense que celle de la Terre. La composition de cette atmosphère, c'est essentiellement du gaz carbonique, CO2, à 96,5% et 3,5% d'azote. Pas de champ magnétique détecté à l'époque, pas de satellite, ça c'est toujours, et température interne plus faible que celle de la Terre, car on ne lui connaît pas d'activité radioactive, tandis que la Terre, son noyau est radioactif. Donc voici Vénus dans le module RET, sa fonction logique, existence de la représentation.
Elle incarne vraiment ce qui nous intéresse dans notre existence. Voilà, ce qui fait valeur dans notre existence. Elle représente le beau. C'est un corps qui porte ce qui nous plaît, ce qui est remarquable et représentatif. Et c'est la planète donc de l'amour, bien sûr. Et nous voici sur Terre. La Terre dans son chapelet saisonnier, comme on l'a vu dans les cours précédents sur le zodiaque, et selon les quatre aspects, les quatre faces en quelque sorte qu'elle présente au Soleil, la face Pacifique, Australie, la face Australie-Asie, la face Afrique-Europe et la face Amérique, tous les 90 degrés quoi, du globe. Voici son symbole, donc Vénus à l'envers, notre relation Terre-Soleil. Voici la Lune, une photo prise de l'espace avec la Lune à frontière de l'atmosphère terrestre. Donc c'est la première des planètes telluriques par sa taille, c'est la plus grande des quatre, sa masse, c'est la plus lourde, et sa force d'attraction. Elle bat même Uranus pour la gravité à l'équateur, qui est quand même beaucoup plus gros Uranus. Et elle est championne, toute catégorie, donc de la densité. La Terre, c'est la planète la plus dense de tout le système solaire, les amis. Elle est donc la troisième autour du Soleil, à la distance de environ 150 millions de kilomètres, 149 597 870 kilomètres, ce qui définit pratiquement une unité astronomique. Notre distance, la distance moyenne Terre-Soleil est l'unité astronomique. Sa révolution est en un an, donc un tour de Terre autour du Soleil, bah, c'est un an. Elle définit avec le Soleil notre plan de référence, donc l'écliptique, c'est forcément c'est notre repère, et elle est peu excentrique. Seuls Neptune et Vénus le sont moins qu'elle. Mais cette excentricité est néanmoins suffisante pour influer sur les périodes de glaciation. On verra ça à une autre occasion. Pour ce qui est de la durée de sa période de rotation, elle est la cinquième, et la durée du jour aussi. Parce que 23h56 c'est le temps qu'elle met à tourner sur elle-même. 24 heures, c'est le temps qu'on met à retrouver le soleil au méridien d'un même lieu, car en un jour, évidemment, la Terre a avancé d'un petit bout de chemin autour du soleil, soit 4 minutes de temps sidéral. Elle est à peine moins inclinée que Mars sur son orbite. Le plan de l'équateur est incliné de 23 degrés 26 minutes sur le plan de l'écliptique, ce qui produit nos saisons. On va voir que Mars, c'est presque pareil, un tout petit peu plus. Elle est à peine moins lumineuse que Vénus. Elle n'est que cinquième en pouvoir de réflexion et ne que septième en brillance. Lumineuse, ça veut dire sa luminosité intrinsèque. Pouvoir de réflexion, c'est la lumière qu'elle peut renvoyer, bien sûr. Et brillance, ben, c'est comme elle brille. Et la densité donc de son atmosphère est 92 fois moindre que celle de Vénus, mais quand même 100 fois plus dense que celle de Mars. Et l'atmosphère de la Terre est donc composée à 78% d'azote, à 21% d'oxygène et à moins de 1% des autres gaz, dont le fameux CO2, moins de 0,05%. Pour ce qui est du champ magnétique, c'est la deuxième après Jupiter. 12 fois moins que Jupiter, mais bon, on ne fait pas le point. Elle rivalise donc avec les gazeuses. Elle a un satellite, c'est la première des planètes telluriques à avoir une lune, la lune, plus des toutes petites lunes. Maintenant, on a remarqué qu'il y avait des tout petits astres de genre 1 mètre de diamètre qui pouvaient être appelés des micro-lunes. Enfin bon, la Terre a une lune, c'est d'ailleurs un couple Terre-Lune. Son orbite, donc, c'est la troisième autour du Soleil, on l'a dit. Et la voici dans le RET. En fait, c'est sa fonction, c'est la fonction solitaire. Là, c'est un point de vue géocentrique. Mais là, c'est la fonction solaire, donc. Et donc, sa représentation de la représentation.
C'est ce qu'on considère bien sûr du point de vue héliocentrique si on s'intéresse à la Terre. La Lune, notre douce amie, compagne, infatigable, accompagnatrice, notre berceau, la Lune qui nous protège, avec sa surface criblée de cratères, mais ça c'est la face visible. De l'autre côté, c'est encore bien plus criblé de cratères, semble-t-il qu'elle ramasse beaucoup plus de corps venus de l'espace que du côté qui nous regarde, puisque, particularité, elle nous montre toujours la même face, car elle fait exactement un tour sur elle-même en autant de temps qu'elle tourne autour du Soleil. D'ailleurs, ce n'est absolument pas un cas unique dans le système solaire. Tous les gros satellites des planètes en font de même. C'est un couplage mécanique qui se fait. Ce n'est pas une exclusivité de la Lune pour la Terre. Quelques images du sol lunaire, une éclipse de Lune, donc c'est quand elle entre dans l'ombre de la Terre, quand c'est la pleine Lune et qu'elle se trouve justement dans le plan de l'écliptique. Tous les 5 mois et demi, elle peut se trouver dans le plan de l'écliptique au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Quand c'est la pleine lune, elle passe dans l'ombre de la Terre, donc elle est de l'autre côté, Soleil, Terre, Lune. Elle passe dans l'ombre de la Terre et donc elle n'est plus éclairée que par la lumière que renvoie la Terre et donc en rouge. Parce que la Terre émet de l'infrarouge et c'est ce qui fait que la Lune paraît rouge. Et sa fonction logique dans le système solaire, c'est le petit pouvoir de cohérence. Et donc, en fait, elle fait le lien de tout. Elle tient un corps en cohésion, en cohérence. Elle fait son homéostasie, elle équilibre, elle maintient, c'est la colle qui maintient un corps vivant tant qu'il est vivant. Voici des images de la Lune de toutes ses phases, du premier jour et demi, enfin premier croissant au dernier croissant en 27 jours. Une liaison complète dure 29 jours et demi à peu près. Et donc la Lune est visible durant 27 jours. Alors en fait, son orbite n'est pas linéaire autour de la Terre, mais elle connaît plein de petites arabesques, car elle est entre autres marquée par ses approches, éloignements de la Terre. Au plus près, périgée, au plus loin, apogée, qui se déplace également, mais pas à la même vitesse que les phases lunaires. Donc ça tout se décale selon une mécanique d'une finesse incroyable et irreproductible. Car aucune des orbites, hein, la Lune est l'exemple, mais aucune orbite d'aucune planète n'est immuable. L'axe des périhélies se déplace, l'axe des nœuds se déplace, et donc c'est toujours renouvelé, tout est en permanence renouvelé malgré des cycles qu'on peut parfaitement identifier. Quel que soit le référentiel d'observation, la sphère locale, notre bulle locale, la bulle équatoriale, donc celle de la Terre, dans le plan de l'équateur, la bulle écliptique, dans le plan Terre-Soleil, du point de vue de la Terre géocentrique comme du Soleil héliocentrique. On aborde le mouvement selon 3 dimensions. La direction dans le plan, donc sur 360 degrés, la direction, donc qui peut s'appeler azimut dans la sphère locale, ascension droite dans la sphère équatoriale ou longitude dans la sphère écliptique, relativement à une origine, on l'a vu, le point vernal, 0 degré bélier, ou à son intersection avec un autre plan dans un cas quelconque. Sa distance au centre, donc si elle est au plus près, péri-G s'il s'agit d'un corps près de la Terre comme la Lune, ou péri-hélie s'il s'agit du Soleil et d'un astre, d'une planète, ou périastre s'il s'agit d'un astre quelconque. Donc au péri, c'est au plus près, à l'apo ou aphé, apogée, aphélie, c'est au plus loin. Et puis il y a aussi sa hauteur par rapport au plan, selon combien son plan orbital est incliné sur le plan Terre-Soleil, donc l'écliptique. Mais dans la sphère locale, c'est par rapport à l'horizon, donc hauteur. Dans la sphère équatoriale, c'est par rapport au plan de l'équateur, on appelle ça les déclinaisons,
au-dessus ou au-dessous de l'équateur. Et dans la sphère écliptique, ce sont les latitudes écliptiques au-dessus ou au-dessous du plan écliptique. Donc en fait, les mouvements sont tous hélicoïdaux. Mouvement hélicoïdal de l'orbite terrestre dans la galaxie. Rien n'est linéaire. Là, on y a mis les 4 planètes telluriques. Mouvement orbital des 4 planètes telluriques dans le mouvement global du système solaire dans la galaxie. Et nous voici maintenant sur Mars. Le terrain martien exploré par les rovers qui arpentent Mars depuis la fin des années 90. Un petit coucher de soleil sur Mars, seul moment où le ciel est bleu. Un lac d'eau glacée, des drôles de cuvettes. Enfin bon, vous avez d'innombrables photos récoltées par ces rovers, le dernier étant Persévérance en ce moment, qui nous font découvrir la planète Mars. Et puis, il y a aussi toujours Curiosity qui l'arpente depuis une quinzaine d'années. Dans la mythologie, Mars, c'est le dieu de la guerre. Mais comme je vous l'ai déjà dit maintes fois, c'est le dieu de la guerre du point de vue occidental. C'est la guerre ou la paix. C'est toujours faire duo ou duel. Duel ou duo. Comment transformer le duel en duo. Voici des photos de Mars à l'opposition en 2003, où Mars s'est trouvé au plus près de la Terre, comme ça n'avait pas été depuis 70 000 ans, les amis. Donc elle avait un diamètre apparent particulièrement important, de pratiquement 25 secondes d'arc, donc pas loin d'une demi-minute. Et donc c'est là qu'on a pu observer un maximum de détails pour les astronomes amateurs. Ces photos ayant été réalisées par mon ami Fernand en 2003. Et puis, voilà l'orbite de Mars. Donc d'abord, le corps de Mars. Donc 2 fois plus petite de rayon que la Terre, avec une masse donc 10 fois moindre. Elle a la même force d'attraction à l'équateur que Mercure, donc faible. Et c'est la moins dense des 4 planètes telluriques. La Terre, c'est la plus dense. Mars, c'est la moins dense. Elle est donc la 4e à tourner autour du Soleil au point de vue de son orbite. Donc c'est orbite externe. Je n'avais pas précisé, mais pour Mercure et Vénus, orbite interne parce qu'elles sont entre le Soleil et la Terre. Pour Mars, à partir de Mars, orbite externe. Donc 4e autour du Soleil. Elle est à environ 1,5 fois la distance Terre-Soleil. Elle fait son tour autour du Soleil en presque 2 de nos années terrestres. Son orbite est inclinée de 1,8% sur l'écliptique, donc moyennement. Et pour ce qui est de son excentricité, elle est la 2e, particulièrement excentrique également. C'est d'ailleurs sur cette excentricité que Kepler, au début du XVIIe siècle, a pu, après 10 ans de travail, a bien mis à jour les 3 lois fondamentales de la mécanique céleste, les 3 lois des orbites, les fameuses 3 lois de Kepler. Donc Mars fait son tour sur elle-même en 24-62 heures, donc un peu moins de 25 heures, donc à peu près comme la Terre. La durée du jour sur Mars est de 24-70 heures, donc tout ça c'est sensiblement égal à la Terre. Elle est à peine plus inclinée que la Terre sur son orbite, de 25 degrés, donc il y a des saisons assez similaires, quoique beaucoup plus marquées pour Mars car son excentricité va rentrer en jeu, ce qui fait que les saisons sont pas du tout équivalentes en durée. Il y a des courtes saisons et des longues saisons. Elle est avant-dernière devant Mercure pour sa luminosité intrinsèque, pour son pouvoir de réflexion et pour sa brillance. Son atmosphère est 100 fois moins dense que celle de la Terre et elle est composée à 95% de gaz carbonique et à 2% d'azote et à peine d'oxygène, 0,13% seulement. Pas de champ magnétique détecté et Mars, elle a 2 lunes, 2 satellites, de petits satellites, Phobos et Deimos, qui ont la particularité, vue de Mars, de tourner en sens contraire l'un de l'autre
En fait, c'est qu'il y en a un qui tourne plus vite que Mars et l'autre moins vite, ce qui fait que ils tournent les deux dans le même sens, mais un tourne plus vite que Mars ne tourne sur lui-même, et l'autre moins vite, ce qui fait qu'on a l'impression, vu de Mars, qu'il y en a un qui va dans un sens, et l'autre dans l'autre. C'est typiquement martien, non? Et donc Mars dans le RET, c'est la fonction existence de l'existence, c'est le pouvoir de l'existence, le maintien du duo-duel qui fait qu'on existe ici, maintenant, à cet instant présent. Alors parlons un petit peu des satellites de Mars, donc Phobos et Deimos, et puis maintenant des astéroïdes. Donc tous ces innombrables petits corps qui tournent sur des orbites très très excentriques, on peut le dire, du coup, entre essentiellement entre Mars et Jupiter, mais il y en a qui croisent les orbites des autres planètes. Le monde du Petit Prince. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. Petite planète deviendra grande, à moins que petite planète soit cette multitude de petites planètes soit le résultat de l'explosion d'une très grosse planète. Alors on en estime entre 1 et 2 millions d'astéroïdes de plus d'1 kilomètre de diamètre. Donc on appelle celle entre Mars et Jupiter la ceinture d'astéroïdes. Une planète qui n'aurait pas pu se former à cause de la gravitation de Jupiter, mais il y a aussi l'hypothèse que ça a pu être une grosse planète qui aurait explosé. Alors, la plus grosse est Cérès, 960 km, qui est devenue planète naine depuis 2006, en même temps que Pluton, qui a été découverte le 1er janvier de l'an 1800. Et il y a 110 astéroïdes qui ont un diamètre supérieur à 100 km. Aucun astéroïde ne tourne sur lui-même en moins de 2 heures. Donc, bien entendu, tout ça tourne sur lui-même. S'ils sont assez gros, ils sont sphériques. S'ils ne le sont pas assez, ils sont biscornus. Donc, il y a toutes sortes d'astéroïdes, hein. Il y a les astéroïdes vagabonds, il y a ceux qui viennent croiser l'orbite de la Terre. Et donc, il y en a qui peuvent être potentiellement dangereux. Ils peuvent devenir des météorites éventuellement si des morceaux croisent notre atmosphère et rentrent dans l'atmosphère. Donc, quelques astéroïdes aux formes patatoïdes, un petit peu parce qu'ils ne sont pas assez gros pour être ronds, qui ont été explorés là autour des années 2000. Il y a eu des sondes qui se sont posées sur les astéroïdes. En 2014, il y a eu l'épopée Rosetta, donc l'exploration, l'accompagnement et l'exploration d'un astéroïde par l'ESA qui a été un très grand succès.